Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Amadeus, A Night at the Opera et Captain America Civil War. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc ensemble on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'historien et superstar de YouTube, Laurent Turcot. Salut Laurent. Salut! J'ai comme pas le choix d'assurer après cette présentation-là. C'est sûr, c'est sûr. Donc, Laurent, pour faire un peu ton Ouais. pédigré, tu es enseignant à l'Université du Québec à Trois-Rivières en histoire. Tu as travaillé sur Assassin's Creed Unity et bien sûr, justement, ta chaîne YouTube, L'Histoire nous le dira, qui est suivie par des centaines de milliers d'abonnés partout dans la francophonie. Tu parles souvent de cinéma, tu parles souvent de films Oui. sur ta chaîne. Ça vient d'où ton amour pour le cinéma? Oh mon Dieu, c'est une bonne question dans la mesure où c'est toujours comment on apprend à devenir nous-mêmes. Hum, Puis on fait toujours une archéologie de soi-même à un moment donné parce qu'on aime les choses sans s'en rendre compte. Puis ouais. tranquillement, on se dit, hey, comment ça se fait que j'aime ce film-là? Comment ça se fait que j'ai tel intérêt pour telle chose? Je te dirais que les films, pour moi, au départ, c'était quelque chose d'assez ludique, comme tous les enfants, tu sais, t'as ciné-cadeau et autres. Mais c'est véritablement à l'adolescence où est-ce que j'ai décidé de me cultiver un peu plus. Puis j'ai passé tout mon cégep à lire. Puis je m'étais fait offrir à Noël les 100 films qu'il faut avoir vus dans Hum, une vie. Puis moi, j'ai fait comme un con ou comme un gars intelligent, je ne sais pas c'est lequel des deux. Puis je les ai passés tous, puis je me suis dit, bon, ben, je vais les regarder. Puis ouais. j'étais allé les louer. Tu sais, à l'époque, c'était les super clubs Vidéotron et autres, là où tu arrivais, puis la cassette n'est pas là, Ouais. c'est compliqué. Puis avec le temps, malheureusement ou heureusement, ça a été l'époque des torrents, tu sais, au début des années 2000. Fait que je téléchargeais complètement illégalement certains films que je jetais bien sûr après pour ne pas les copier sur des DVD, comme tout le monde faisait. Puis c'est Mhm, là que je me suis fait une culture musicale. Je me la suis construite en quelque sorte. ouais. Justement, c'est quoi ces films-là qui t'ont marqué à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as découvert? Ben, ça va être plate parce que je vais te parler du premier film qui était un Oui, de mes coups de cœur, c'est Amadeus. oui. Je suis pas, tu sais, c'est absolument rien d'original. Simplement, le film est sorti en 85-86, si je me souviens bien. J'avais 7 ans et mes parents m'ont laissé regarder ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Puis je ne sais pas si c'est à 7 ans que je l'ai vu un peu plus tard. Les souvenirs se confondent. Tu sais, souvent, on dit, je ne vais pas raconter cette histoire telle qu'elle s'est passée, mais telle que je m'en souviens. Puis à mon souvenir, j'étais jeune. Ça, je m'en souviens, oui, mais après avoir vu Amadeus, il y a comme eu une révélation parce que tout d'un coup, c'était pas un film, c'était la réalité. Puis il Mhm, était possible à travers ces histoires-là de pénétrer dans un passé qui nous était inaccessible. Fait que ça a été vraiment le premier choc émotionnel. Ça, puis à Ciné Cadeau, ça a été le film de Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau. ah oui. C'est un film qui est complètement à côté des autres films de Ciné Cadeau. Tu sais, les autres, ça finissait bien, on comprenait où on s'en allait avec tout ça. Mais Le Roi et l'Oiseau de Jacques Prévert, puis d'ailleurs, une super histoire avec ça. Là, tu sais, le film a été fait sur 30 ans. Il y a une première version qui ne s'est pas faite, il y en a une qui s'est faite, qui n'était pas la bonne. Ils ont voulu l'en refaire après pour que ce soit conforme à l'œuvre poétique de Jacques Prévert. Puis tu as des trucs là-dedans, tu te dis, mais c'est incompréhensible. Tu sais, c'est un délire presque fantasque d'un Mhm. poète qui dit, je vais faire ce que je veux, peu importe le sens, mais l'important, c'est l'émotion. Puis là, il y avait comme eu un clash émotif en moi où est-ce que je comprenais pas trop, mais je ressentais les choses. Fait que ces deux moments-là ont été des moments assez forts et déterminants dans ma culture cinématographique. D'accord, d'accord. Donc, tu as un peu parlé de Amadeus. Rentrons dans la liste, Oui. justement. Amadeus 1984 de Miloš Forman, à qui on doit 84, je me suis 84. trompé de 2 dates. Maudit, pour un C'est pas historien, c'est grave. le comble. C'est pas les dates qui comptent, ce sont les événements. Oui. Donc, à qui on doit Miloš Forman, One Flew Over Cuckoo's Nest quelques années plus tôt et Man on the Moon, une autre biographie sur un grand artiste torturé. Ça met en vedette Tom Hulce et F. Murray Abraham.
Miloš Forman qui est tchécoslovaque. C'est quoi l'histoire de Amadeus? Mais c'est drôle parce que tu as dit, quand tu as parlé A Man on the Moon, on a dit une autre biographie, comme si Amadeus était une biographie, mais c'en est pas une, en fait. Effectivement. Puis, c'est intéressant parce que le film s'appelle Amadeus, mais c'est pas Amadeus, le personnage principal, bien que les deux aient gagné, là. C'est quoi? C'est F. Murray Abraham puis Tom Hulce qui ont gagné les deux l'Oscar du meilleur acteur. Mais celui qu'on suit, puis celui qui est le personnage à trame narrative, c'est vraiment Salieri. On commence dans un asile, puis Salieri a essayé de se suicider. Et là, il est avec un confesseur, il commence à jouer des notes de sa musique. Ça ne dit rien. Puis là, il commence à jouer une mélodie de Mozart, puis il fait « Ah, ça, je reconnais ça. » Il dit « C'est vous qui l'avez composé? » Il dit « Non. » Il dit « C'est Wolfgang Amadeus Mozart. » Puis là, tu reviens dans le passé, puis tu découvres comment Salieri est arrivé comme étant un compositeur de cour à Vienne. Et là arrive Amadeus, donc Mozart, qui lui a une facilité presque vulgaire de faire de la musique. Puis lui, c'est ça que je trouve très fort dans ce film-là, c'est que, tu sais, c'est pas la culture du héros qui réalise tout. On ne suit pas Mozart avec ses déceptions, ses réussites. Non, c'est à travers les yeux envieux de son compétiteur. Puis on s'est tous sentis comme ça. Puis c'est là le génie de ce film-là, qui au départ est une pièce de théâtre de Peter Shaffer aussi, il faut le rappeler, là. Milos Forman l'a adapté, c'est pas lui qui a écrit le texte. Mais le génie de ce film-là, c'est carrément de dire, on s'est tous sentis un peu jaloux de quelqu'un qui réussit mieux que soi. Puis on a juste envie, à un moment donné, de le tuer. Carrément ça. Mais c'est affreux parce que Salieri se dit, il dit, cet homme a été touché par Dieu. Puis il y a une scène qui est magnifique, moi, qui me tire les larmes. Puis en plus, j'ai su plus tard qu'elle avait été coupée. Et après, le director Scott, ils ont rajouté la scène. C'est la scène où la femme de Mozart va voir Salieri pour que, justement, elle l'aide à se financer parce qu'elle dit l'argent lui passe entre les mains, ça n'a pas de bon sens. Et elle lui donne, en fait, de sa musique, de la musique qu'il a composée. Puis il ouvre ça, puis c'est là le génie de Milos Forman, c'est qu'il ouvre la musique, puis au moment où il ouvre, tu as la musique qui joue direct. Ouais. Il change de page, clac, c'est quelque chose d'autre. Il change de page, quelque chose d'autre. Puis ce qu'il dit, ce qui le trouble, il dit, ça, c'est des originaux? Elle dit, oui, c'est des originaux. Puis il n'y avait pas de rature. Tout était parfait. Il dit, c'est comme si la musique lui venait de Dieu. Puis lui, il dit, comment ça se fait que lui, c'est tellement facile, puis moi, je m'arrache les tripes pour être capable de sortir quelque chose, puis j'arrive pas à le faire. Tu sais, c'est débilitant, en quelque sorte. Ça va le mener carrément à son acte de suicide qu'on voit au début du film. Puis on comprend un peu le cheminement intellectuel qui est celui de Salieri, puis il essaie quand même malgré tout. Puis tu sais, la scène finale où Mozart est épuisé, il dirige la flûte enchantée, qui est un opéra magnifique de Mozart, parce qu'il y a ça aussi, je t'en reparlerai de la musique là-dedans. C'est comme je suis 18e, pardon, spécialiste du 18e. Ce film-là incarne tellement de choses pour moi. Et Mozart tombe, il est emmené chez lui, là, Salieri l'amène avec lui, et Mozart lui dit, il faut que je finisse mon requiem. Requiem, qui est une messe des morts, donc, que l'on fait pour les gens qui ont leur enterrement, donc le service funéraire. Et Salieri dit, je vais t'aider. Et cette scène où Mozart compose avec ses doigts, et c'est Salieri qui retranscrit sur le papier, et au matin, ben, Mozart est mort. Et il y a la phrase, parce que, bon, au-delà de la scène qui est très, très belle, Salieri en veut à Dieu, non pas que je sois religieux, absolument pas, mais il dit, Dieu a préféré reprendre sa créature plutôt que de me laisser partager son génie, parce que pour la première fois, il y avait accès. Oui. Tu sais, c'est des thèmes qui sont universels. C'est au-delà du film historique, qui est magnifique, qui est très beau, puis ils ont de l'argent, mon Dieu, qui ont de l'argent là-dedans, mais c'est surtout la profondeur des sentiments humains, puis la vérité du sentiment humain, la vérité de la jalousie, la vérité de l'envie, la vérité aussi de la facilité de certains qui arrivent à faire des choses comme ça en 2 secondes, puis tu te dis, coudonc, comment ça se fait que moi, c'est pas de même? Comment ça se fait qu'il faut que je travaille comme un débile? Donc, c'est pour ça que ce film-là incarne tellement de choses pour moi, là. Puis tu l'as effleuré un peu, mais bon, c'est une histoire complètement inventée. Ça tient plus de la fanfiction sur Salieri et Mozart que Oui, il y a de la recherche historique dans le film, dans la représentation. Avant qu'on aille sur le côté faux,
Comment est-ce que le Vienne du 18e siècle, dans ce film-là, est représenté? Toi, tu l'as dit, tu es un expert du 18e siècle. C'est quoi la représentation de cette époque-là qui est juste? Ben, est pas mauvaise la représentation de l'époque, tu sais. La reconstitution des costumes, des perruques, de la musique, de l'empereur Joseph II qu'on voit, qui est conforme aussi. Écoute, le personnage qui est joué par Jeffrey Wright? Jeffrey Wright, exactement, qui était dans la Dans, Ferris dans, Bueller dans, dans Ferris aussi. Bueller, oui. On se C'est le directeur souviendra. d'école. Puis plein d'autres films des années 80. C'est quand même une Oui. vedette, ce gars-là. J'aimerais ça savoir ce qui est devenu, Ben, là. ouais, je vais peut-être détruire ton fun, mais il a été accusé de pédophilie il y a quelques années, donc J'allais faire une ouais. joke sur les roues, tu vois, fait qu'une chance, je me suis calmé, rendu là. Ouais, ça détruit un peu mon fun. Mais il y avait aussi Miranda, tu sais, la fille dans Sex and the City qui Oui. fait la domestique qu'on retrouve là-dedans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs, des fois qui sont bons, d'autres moins bons. Mais tu sais, c'est vrai que la trame narrative, il y a beaucoup de faux là-dedans, mais il y en a qui sont vrais. Tu sais, le cercueil de Mozart, la fin avec le convoi funéraire où il n'y a personne, où il est enterré dans une fosse commune, ça, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai souvent beaucoup de difficultés avec les films historiques qui se disent on va tout faire vrai. Ouais. Premièrement, on ne le sait pas. Deux, la liberté que le réalisateur va prendre sur l'histoire, il faut qu'il y en ait une. Parce que c'est ça un film. C'est ça l'intérêt. Tu sais, c'est un roman historique qu'on propose. Si on veut faire un documentaire, ben faisons-le avec une voix off. Puis, mais tu sais, il y a le modèle des docu-fictions qu'on fait beaucoup en France. Ils avaient fait ça notamment sur Louis XIV. Ouais. Je présente en cours justement des extraits où on voit un extrait de Louis XIV mise en scène et de l'autre côté, tu as une voix off où j'avais participé à Champlain, Le Rêve, qui avait été fait par TFO. Moi, je faisais l'archiviste et tu avais, voyons, qui était l'acteur, Maxime Leflaguet, oui. qui faisait Champlain là-dedans. Mais tu sais, on aurait du matériel pour le faire au Québec. Puis jamais je vais être de ceux qui vont critiquer ou descendre ce genre de film en disant « Ah, c'est pas vrai historiquement ». Ça sert à rien de dire ça parce que, tu sais, moi, ça m'a éveillé à l'histoire, ça m'a éveillé à l'intérêt de cette période-là et on aurait tort de balayer ça du revers de la main. Je sais que certains de mes collègues le font parce que, tu vois, tu as dit en ouverture, il a participé à Assassin's Creed Unity, qui est un jeu vidéo sur la Révolution française. Une fois, j'avais présenté à mes collègues 18e sur la Société internationale du 18e siècle. Je présentais avant même que ça sorte des extraits d'Assassin's Creed. Je disais un peu quel était mon rôle. Et il y a un grand prof de Paris 13, je me souviens bien à l'époque, non, Paris 8, et qui dit, écoutez, il dit, ce qui me chicote avec tout ça, il dit, c'est que l'histoire est faite de trous. Et là, tout est rempli. Donc, ça ne peut pas être vrai. Puis je me suis gardé de lui répondre, j'aurais dû lui répondre, je fais, mais les livres d'histoire, c'est la même chose. On remplit beaucoup de trous avec nos hypothèses. C'est juste que le but de cette représentation comme d'Amadeus, c'est pas de faire des notes de bas de page, mais à un moment donné, les vrais fans, et j'en faisais partie, se sont dit qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est là que tu as une production à côté. Tu sais, tu as les livres qui sont faits en disant voici ce qui est vrai, voici ce qui ne l'est pas. Comme The Crown, même chose. Les gens veulent savoir c'est-tu vrai tout ça? C'est-tu vrai que Diana a braillé la première fois que Charles est parti, même quelques jours après, puis il est parti 3 semaines, puis elle est en pleurs? Oui, ça c'est vrai. Donc, tu sais, il y a toujours cet intérêt de vouloir aller plus loin, puis c'est tellement porteur, je te dirais, cet élément-là, que je trouve ça magnifique. Puis, je t'avoue que bien honnêtement, moi, c'est un de mes rêves de me retrouver sur un plateau de cinéma, d'un film historique. Pas pour jouer, parce que Dieu sait que j'ai trop de respect pour le métier d'acteur et je le sais que c'est un métier. Je te dis, comme pour sortir avec une comédienne, je le sais quand je les vois jouer, là, je suis comme, mon Dieu, qu'ils sont bons. Moi, on ne joue pas, on dit un texte, là, nous autres. Fait qu'eux, ils l'incarnent, tout soigne, tout est magnifique. Mais juste de voir ça, tu vois, ça sera un de mes kiffs, pour le dire en France, cette France-là, énorme. Puis je sais qu'il y a certains historiens qui l'ont fait. C'est Jean Tullaire, qui est un grand historien de la période napoléonienne, mais aussi un peu de la Révolution, qui a été conseiller sur le film La Révolution en 1989. Grande fresque historique de 4 heures, magnifique. Et lui, justement, disait, ben ça marche, ça marche pas. Mais tu sais, rendu là même, t'as beau le dire au réal, mais si le réal, il dit, ouais, mais ça ne porte pas dans mon histoire, ça écrase. Tandis que si je twiste juste un petit peu, ben, ça peut amener quelque chose. Oui. Puis en même temps, c'est bon, si je prends juste l'exemple de Amadeus, bien malheureusement pour Salieri, sans ce film-là, peut-être qu'il finirait par être oublié de plus en plus par l'histoire, ou peut-être que ses compositions, sa musique aurait été
effacé justement parce qu'on se rappelle de Mozart, parce que l'histoire se rappelle quelques années après de Beethoven, puis de Haydn un peu, mais qui sont un peu effacés. Eux aussi derrière Mozart de plus en plus. Plus, plus l'histoire avance, peut-être que Salieri, on ne saurait pas c'est qui, puis ses compositions seraient Mais c'est correct en même oubliées. temps, tu sais, de la musique qu'on connaît du 18e siècle, on en connaît peut-être 1%, gros max. Quand je dis connaître, ça veut dire celle qu'on joue encore Ouais. aujourd'hui. Tu sais, t'en as nommé beaucoup, là. Bach, Handel, Mozart, Beethoven à la fin, Haydn, tu peux y aller avec Rameau aussi. T'en as quelques-uns, là, mais c'est pas beaucoup là, par rapport à ce Ouais. qui se jouait. De la même manière, qu'est-ce que l'histoire va se rappeler du 20e siècle? Peut-être Frank Sinatra, Irving Berlin, un peu d'Elvis, peut-être les Beatles. Ouais. Tu sais, Beyoncé, sans doute, mais encore là, tu sais, ça va tenir sur une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine gros max. Il n'y aura pas des masses de gens qui vont rester. Tu sais, Britney Spears, ça va peut-être être l'incarnation du One Hit Wonder et de la femme qui descend mal, mais je prédis peu de fortune pour plusieurs. Mhm. Puis tu sais, tu disais, on aurait oublié Salieri. Je ne sais pas si tu as déjà écouté du Salieri, mais C'est assez square, ouais. C'est pas assez. particulièrement. Tu sais, tu écoutes du Bach. Bach, il a une Ouais. idée par phrase. Puis ça n'arrête pas. Moi, je ne. Un des buts de ma vie, c'est de tout écouter Bach au Oh! moins 15 fois et d'être capable de reconnaître avec les 2 premières mesures à quelle cantate s'associe le chant ou le récitatif, parce que c'est vraiment les cantates qui me font triper le plus. Puis, tu vois, c'est à chaque fois, c'est un renouvellement, c'est des idées. Mozart, c'est la même chose. Plusieurs musicologues vont dire que Mozart, c'est beaucoup moins intéressant que Bach. Je suis moyennement d'accord parce que c'est le cycle opératique de Mozart, moi, qui me plaît énormément. Tu sais, les Noces de Figaro que j'ai eu le plaisir de jouer. Moi, j'avais fait la pièce de Beaumarchais à l'université quand j'étais au baccalauréat, ou encore, tu sais, la flûte enchantée. Les critiques que l'on peut faire sur le livret sont immenses, sans doute, mais Mhm. la scène de la Reine de la Nuit qui est rendue dans Amadeus, il se fait engueuler par sa belle-mère, puis tout d'un coup, ça se transforme en la Reine de la Nuit Ouais. avec l'air de vengeance, justement. Puis l'air de vengeance, quand tu écoutes, puis tu dis c'est un air de vengeance, tu fais non, c'est juste des gammes que fait la soprane. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film d'Amadeus. Ça va chercher beaucoup de mes intérêts. Puis, c'est le côté baroque Ouais. dans la mesure où c'est des trucs qu'on met ensemble qui nécessairement vont pas nécessairement ensemble, mais ça donne quelque chose de beau. Puis j'aime beaucoup ça, ce côté-là, tu sais, on y va à fond. Tu sais, moi, je vois le baroque comme du heavy metal, Oui, un ben peu. oui. J'aime ça quand il twist un peu les choses. Puis j'aimerais à un moment donné que les concerts ne soient plus en complet cravate pour les Ouais. interprètes, puis C'était pas qu'on Wagner qui sorte. avait demandé ça? Oui, ben Wagner avait fondé son propre théâtre à Bayreuth, justement, pour cacher l'orchestre dans, Ouais. la fosse, justement, pour qu'on voit plus. Lui, c'était vraiment. Mais je t'avoue que moi, je ne suis pas du tout wagnérien. Ma grand-mère, Mhm. qui, elle, est une wagnérienne finie, qui allait à l'époque à Bayreuth tous les ans, parce que ma grand-mère est française, pour ça que OK. c'était plus facile pour elle, et qui m'avait promis un jour de m'amener à Bayreuth, puis j'avais dit over my fucking dead body, ça ne m'intéresse pas. Mm. Puis, tu sais, j'étais adolescent à l'époque, puis je me suis dit, bon, je vais quand même écouter. Je m'étais acheté le Ring à l'époque sur CD, puis mon Dieu, que c'était chiant, puis ça l'est encore, puis ça ne me parle pas. Peut-être qu'il faut atteindre la soixantaine, donc peut-être dans 20 ans, je vais être capable de dire non, finalement, j'avais tout faux. Mais écoute, je vais faire comme le script dans Astérix, parce qu'on est dans les films, là, il dit Oui. non, mais vous avez tort et j'ai raison. Puis je pense que j'ai raison là-dessus. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que Wagner, c'est comme si c'était un humoriste qui avait demandé à la foule, vous rirez à la fin. Eh là là. Non, Oui, non, riez pas. Tu sais, entre les mouvements, on n'applaudit pas. Mais si c'est beau, si ça vient me chercher, si ça me prend d'une ouais, mais émotion, c'est je veux ça. l'exprimer. Je veux la dire, cette émotion-là. Mais. Puis on le voit dans Amadeus, il fait des contrepétries, il se retourne à l'envers pour jouer à l'envers sur son piano, il pète, il est quasiment en train de roter. Pour lui, il y a quelque chose qui tient de la farce de faire cette musique-là. Le Barbier de Séville, il a un plaisir fou à Ah, le composer ça Barbier de parce que Séville, ça, c'est c'est une joke. Rossini. C'est Oui, Rossini, oui, c'est non, vrai. excuse-moi. Je me perds. Je suis en train de me perdre. Les Voyons, Noces de Figaro. Les Noces de Figaro. Il y a un plaisir fou à composer ça parce que c'est insolent. Puis j'ai Oui, l'impression. ou Così fan tutte, ou encore l'enlèvement au sérail. L'enlèvement au sérail, tu sais, on le voit dans Amadeus, il va annoncer à l'empereur son nouvel opéra, puis il dit
des personnages lui disent où est-ce que ça se tient, l'opéra? Et il dit dans un harem. Et là, Oui. l'empereur dit où? Dans un bordel. Et il dit en plus, c'est en allemand. Et ça choque, justement, parce qu'on dit que l'italien, la langue de l'opéra. Tu sais, moi, j'avais eu cette citation qui me tient encore, à laquelle je ne crois pas du tout, là. Mais on disait des langues, le français se parle, l'italien se chante et l'allemand se crache. Boy. J'y crois pas parce que, tu sais, Non, une non. cantate de Bach, là, moi, celle qui me tire les larmes à chaque fois, c'est la cantate 150. Là. À peu près à la 15e minute, il y a une espèce de... C'est la contrebasse. Je me souviens plus si c'est un théorbe ou une contrebasse qui part. Puis c'est comme si tout d'un coup, tu as une idée tu sais, qui est divine. Divine. Ouais. Comme je te dis, je ne suis pas du tout religieux, mais je comprends un peu la ferveur que tu dois avoir, tu sais, qui te magnifie par rapport à ça. Ouais. Puis pourquoi ton, ton terrain de jeu historique, c'est le 18e siècle? Qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle-là qui est si prenant? C'est drôle, hein, parce que je me pose de plus en plus la question de savoir pourquoi ce siècle-là et pas un autre. Premièrement, parce que 18e, c'est plus facile à dire que 19e, je trouve. Mais c'est bizarre parce que j'adore les autres siècles. Tu sais, j'adore l'époque médiévale. Simplement, je parle ni latin ni allemand. Puis ça, c'est un tard pour un historien, une tare, pardon. Au 18e siècle, peut-être par facilité, parce que les archives se lisent bien. La France est au summum de tout. Mhm. Ma mère est française. Puis, tu sais, j'avais comme envie de m'associer à ça. Puis c'est comme si tu retournes dans la période de la Grande Gloire française. Puis j'aimais bien cette idée-là. Puis, mais, tu sais, bien honnêtement, la musique me plaît tellement de Mhm. cette époque que je serais incapable d'aller ailleurs. Tu sais, Chopin, c'est beau, mais je sais pas, je sais pas ce qu'il y a. La note qui résonne en moi n'est pas la même. La, je sais pas, le contrepoint de Bach, sans mélodie, va chercher quelque chose qui est d'un toucher divin. Ou encore les folies de Mozart, les renversements de situation. Je sais pas, je n'aurais pas de dire. Mhm. Mais tu sais, plus j'avance en tant qu'historien, normalement, ce que je devrais faire, c'est creuser encore plus le sillon qui est celui du 18e siècle. Sauf que moi, j'essaie de me diversifier de plus en plus pour aller vers des thèmes qui sont plus larges. Tu sais, un de mes derniers livres, c'était sur les sports et les loisirs des origines à nos jours. Fait que, tu sais, ça va des grottes de Lascaux jusqu'à Ah Netflix. ouais. Fait que, puis après avoir fait ça, je me suis comme dédouané de l'idée selon laquelle je ne devais faire que de l'époque moderne, donc que du 16e au 18e. Fait que là, j'ai étendu ma période grossièrement du Moyen Âge au 19e, puis après, je me suis dit, ben ce qui m'intéresse, c'est des thèmes un peu transpériode. Puis c'est pour ça que je suis encore 18e. Tu sais, c'est de là qu'est sortie ma thèse, mais j'aurais de la difficulté à choisir maintenant, je pense. Mhm. Puis Amadeus, pourquoi on le regarderait aujourd'hui, en 2020? Ben, parce que c'est sans doute un des plus grands films qui a jamais été fait. Ouais. Euh, et c'est un film qui a un accord parfait. Tu sais, on parle des accords mai-20. Là, c'est un accord cinéma-musique qui est très, très bien réalisé. Tu as Mhm. des films musicaux qui sont, tu sais, c'est chiant. Tu arrives, OK, il faut qu'il plug sa toune. Mais là, il n'y a pas de volonté appuyée de plugger un opéra, de plugger, je sais pas moi, une symphonie. C'est juste tellement bien amené. Puis tu sais, à un moment donné, il se met au clavecin, Mozart. J'ai juste entendu la tune que Salieri il fait, puis il commence à la faire, puis il dit, mais il me semble que ça va pas bien. On pourrait remplacer par ça, puis ça, puis ça. Puis malgré lui, il commence à faire l'ouverture des Noces de Figaro. Il commence à composer. Tu sais, c'est comme tout le plaisir de la joie musicale. Puis j'adore les films musicaux pour ça. Ouais. J'aimerais, en fait, il y en a qui ont été faits sur la vie de Bach, mais tu sais, des espèces de films made for television movie, là. C'est Mhm. comme, Ouais. m'intéresse peu, ça. Je crois que Depardieu, ça fait des années qu'il est censé jouer Ah Bach, non, 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 mais non. Le perdu, là, qui arrête de jouer, là, il sait plus jouer. Moi, là, quand il a commencé à avoir des oreillettes pour qu'on lui souffle son texte, là, c'était pas ouais, possible. c'est assez triste, Cyrano, c'était grandiose. Après, c'est la lente, la lente, lente décadence. descente. Oh, oui. On va passer à ton prochain film. On recule dans le temps cinématographique, on se Ouais. rapproche un Je peu de t'ai pris nous. 3 films complètement différents. C'est parfait, j'adore ça. C'est A Night at the Opera de 1935. Ouais. Donc, dans 15 ans, ce film-là sera centenaire. Aïe, C'est aïe, j'avais pas réalisé pensé à ça. par Sam Wood, mais bon, au-delà de Sam Wood, c'est les Marx Brothers, Chico Harpo et Groucho Marx,
des génies de l'humour. Si, pour les gens qui ne connaissent pas à la maison, les frères Marx, si vous avez vu du Mel Brooks, du Woody Allen, la genèse, c'est les frères Marx. Il faut voir les films des Marx Brothers. Je suis un fan invétéré. Ah oui, c'est vrai? J'adore ce quatuor-là. À la base, c'est un quatuor, mais bon, pour ce film-là, il est filmé. Mais tu connais l'histoire de Night at the Opera? Pas du tout. C'est qu'ils étaient dans les studios, je ne me souviens plus quel studio. MGM, probablement. MGM, exactement, merci. Écoute, je pense que ça fait 15 ans que j'avais lu l'histoire, donc ça va être très, très, très approximatif comme manière de la raconter. Et c'est un producteur qui arrive, qui dit là, la gang dit vos films, c'est n'importe quoi. Il dit c'est le fun, c'est drôle, les gens aiment ça, mais c'est des espèces de scènes séparées des fois qui n'ont pas rapport. Tu sais, Duck Soup, soupe de canard. C'est un délire, mais à n'en plus finir. Puis tu fais, hey, la ligne narrative, elle vient de péter, toi, là. Mais il dit, ça serait bien que vous suiviez quelque chose. Et c'est là que Night at the Opera va arriver, puis tu as une trame narrative très, très forte, carrément. Les trois frères qui arrivent en Amérique avec le chanteur et là, qui sont à l'Opéra de New York. Écoute, tu as des scènes, mais d'une magnificence. Tu sais, tu as les trois frères, parce que bon, sont 5, mais c'est les trois, selon moi, qui sont les meilleurs. Groucho, qui lui fait des jokes à n'en plus finir, qui a une fortune après ça. Harpo, qui est le mime, qui n'a jamais dit un mot de sa vie. Ouais. Et Chico, qui fait l'espèce de... Tu sais, le gars qui se débrouille, qui fait toujours des combines, un peu faussement italien, mais... Puis, tu sais, tu as une fameuse prise de Harpo, à un moment donné, il essaie de te prendre la main, puis il te met son genou dans la main. Écoute, je me suis pratiqué, là, mais pendant des heures avec mon cousin pour essayer de la faire. Puis, une des jokes que j'ai volées à Groucho Marx, que je trouve toujours très, très bonne, c'est « Parti de rien, monsieur, je suis arrivé à la misère ». Ouais. Je trouve ça très beau. Ça, puis, attends, quand il dit ouais, hier, j'allais jouer au water polo, le problème, c'est que mes chevaux se noient. Oui. Puis il y avait aussi une phrase de Groucho que j'adore, c'est Dieu est mort, Nietzsche est mort, je commence à me sentir mal un petit peu. J'adore ces phrases-là. Mais c'est le roi des liners. C'est toujours juste envoyer une craque à quelqu'un. Mais moi, je peux te l'avouer, je suis marxiste, mais tendance Groucho. c'est une citation de... C'est quoi? C'est dans l'aventure, c'est Lino Ventura qui dit ça. Fait que, mais les gens ne savent plus qui est Groucho Marx, c'est ça le problème. Mais ça vaut la peine parce que, tu sais, c'est des délires monstrueux qui n'ont pas rapport. Puis quand Chico se met au piano, je ne sais pas si tu l'as vu là, quand il commence à jouer, ses doigts sont des... Ah oui, puis ses doigts sont des personnages. Ouais. Puis Harpo, lui, c'était la harpe, justement. Puis ils ont appris sur le tas, carrément. Mm-hmm. Fait qu'ils n'ont pas de formation classique pour jouer. Tu sais, c'est des enfants du musical, carrément, qui ont appris sur des tournées. Puis lui, il n'a pas la technique classique. Puis il promène ses doigts sur le clavier, puis tu les vois se promener. C'est un peu Charlie Chaplin avec la scène en patin dans le centre commercial où il se dit il va se planter. Mais mais Chico, c'est la même chose avec ses doigts. Puis c'est tordant. À un moment donné, Harpo arrive, puis les deux, ils se répondent par le clavier. Il ne se passe rien, ils ne parlent pas, mais tu vois tout. Puis, tu sais, c'est tellement rafraîchissant aussi comme style d'humour. Parce que, tu sais, c'est le fun, l'humour est partout, mais c'est pas une question d'avoir un humour intelligent, c'est que c'est un humour parfois qui fait juste... C'est une bonne exhalaison. C'est ça, ils sont irrévérencieux, mais pas méchants. C'est de l'humour qui est niaiseux au final, mais qui est travaillé. Tu sais, c'est pas... On parle souvent de cette époque-là de Buster Keaton puis de Charlie Chaplin. Puis c'est très bien, mais c'est très... Il y a quelque chose dans Charlie Chaplin de très cérébral, de très étudié, de très calculé. C'est intellectualisé complètement. C'est très bon. C'est très bon. Mais eux, c'est juste, on se lance, puis on fout la merde, puis on s'en va après. Il y avait dans les années 90 un dessin animé qui s'appelait Les Animaniacs, qui est exactement sur cette formule-là. Je connais pas ça. Les Animaniacs, c'est les frères Warner et leur sœur Dot, donc c'est les frères Warner, qui débarquent dans un magasin de bonbons puis ils foutent la merde. C'est ça le sketch. Après ça, ils débarquent au studio Warner, ils vont débarquer sur le plateau du prochain film de Steven Spielberg, c'est produit par Steven Spielberg, la série. Ah ouais. Ils foutent la merde sur le plateau. C'est juste ça. Mais un peu comme 30 Rocks, tu sais, de Tina Fey. C'est exactement le même genre. L'humour de Tina Fey est très... Mais tu sais, SNL,
Mhm. SNL, là, c'est dans la ligne. En fait, Marx, les frères Marx, ont et inspirent encore aujourd'hui SNL. Tu sais, Ben des oui. comédies de situation, des prises de bec, des retournements. Mais en même temps, il faut dire que c'est l'humour forain du 19e siècle aussi. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est l'historien en moi qui va te dire que c'est pas une génération spontanée, c'est une longue maturation. Simplement, c'est qu'à un moment donné, ça se cristallise avec les Marx, puis tu vas en avoir d'autres qui vont l'amener ailleurs. Mais tu parlais de Buster Keaton. Buster Keaton, c'est... Écoute, si les gens n'ont jamais vu de Buster Keaton, c'est d'une poésie sans nom. Ouais. Tu sais, le mécano de la Générale, moi, je l'avais vu parce que, écoute, quand j'étais en France, j'ai fait ma maîtrise et mon doc, j'ai eu la très bonne idée de prendre un abonnement mensuel chez MK2. Puis ce Mhm. que je faisais, c'est que tu payes, c'était 20 € par mois à l'époque, puis tu pouvais y aller quand tu voulais. Mais Ouais. tu sais, n'importe quel film, je pouvais voir 15 films par mois facile. Les sorties, c'était le mercredi à midi. J'étais dans le cinéma le mercredi à midi. Je me suis retrouvé à regarder à un moment donné un bassiste allemand qui était parti à Istanbul pour découvrir la musique au MK2 Bibliothèque, côté de la BNF. J'étais tout seul. Mon téléphone a sonné, puis j'ai répondu, puis j'ai tripé. Mais bref, ils avaient ressorti le mécano de la Générale de Ouais. Buster Keaton, composé, en fait, avec une musique recomposée d'un compositeur japonais, puis c'était magnifique. Mais tu sais, c'est l'humour kinétique. Un peu Mhm. ce que Michel Courtemanche faisait, Ouais. l'humour par Par le bouger un mouvement, peu. par oui. Tu sais, le mouvement, exactement. Puis ça, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Je trouve qu'on est beaucoup dans le stand-up. Mais l'humour kinétique, comme justement le faisait Michel Courtemanche, comme le faisait un peu Daniel Lemire, comme le fait en le volant Gad Elmaleh, bien sûr, Oui. parce qu'on connaît tous l'histoire. Oui, Mais tu sais, oui. Martin Matt aussi, dans ses débuts, quand il faisait le Ouais, avec le gars groupe qui... sanguin. Exactement. Donc, il y a vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, tu as évoqué Charlie Chaplin, mais moi, la scène de Chaplin qui me tire les larmes, c'est dans Le Dictateur. Parce que Avec à la la fin, terre? Ah non, OK, à la non, fin. c'est même pas la Terre. La Terre, c'est un ballet, c'est beau. Mais tu sais, c'est à la fin quand il est pris pour Hitler, en fait, l'espèce de personnage qui veut être Hitler. Mhm. Et là, c'est Charlot qui arrive là et qu'il faut qu'il s'adresse à tout le monde. Et Charlie Chaplin, c'est là que tu vois que c'est un grand réalisateur. Il a comme il a fermé l'écran juste à son visage pour Ouais. dire regardez plus mes mouvements, c'est plus ça qui est important. Et là, il casse. Et ce discours de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, où il lance carrément cet appel à l'empathie, à la bienveillance, à l'amour des autres, c'est troublant. Puis, tu sais, il Mhm. aurait pu se prendre de pied en cap avec des gestes, puis il dit non, c'est plus les gestes, c'est plus mon humour kinétique. N'écoutez que mes paroles. Puis pourtant, c'est un gars qui parle d'amour, d'empathie, puis de bienveillance, puis qui a la fucking moustache Ouais. d'Hitler. Ouais, Fait que, ouais. Ce speech-là, mal... ouais, machine minds, machine movements. Ouais, You are not machines. ouais. C'est. T'en Et parles, ça parle je suis encore pris. Ben oui. aujourd'hui, tu sais, Puis, c'est pour ça que l'humour... Tu sais, on dit que les humoristes, c'est souvent des gens qui sont remarquablement torturés. Je dis remarquablement parce qu'ils arrivent à le transfigurer. Mhm. Tu sais, les plus grands clowns sont ceux qui, dans leur vie, sont des grands déprimés, des grands Ouais. anxieux. Tu sais, on ne va pas parler de Robin Williams parce que, bon. Mais quand ils arrivent de le transformer en drame, comme l'a fait par exemple Coluche avec Chao Pantin, Mhm. où est-ce que tu as une vérité complète, entière et totale qui se révèle à travers ça. Puis tu sais, on peut parler de Stéphane Rousseau aussi, qui, dans Les Invasions barbares, la scène avec Rémi Girard, quand il lui dit qu'il l'aime, cette Mhm. scène-là est d'un bête consumé. Et à Mhm. chaque fois, ça me tire les larmes. Puis c'est pour ça que entre l'humour et la grande tragédie, des fois, il n'y a qu'un pas. Puis un humoriste est capable de la faire dans la mesure où il est capable de se défaire de cette armure qu'il construit autour de lui. Puis je trouve ça toujours très noble d'un humoriste ou d'un homme ou d'une femme connu pour leur humour de se lancer là-dedans parce que les émotions ne sont pas éloignées les unes des autres. Puis je trouve ça magnifique. Puis je Ouais. trouve ça noble aussi, vraiment. Mhm. Ouais. Si on revient un peu aux Marx Brothers, ce que je trouve intéressant, c'est le contexte dans lequel ce film-là est sorti. C'est un film de 1935, donc on est en Ouais. plein dans la crise économique. On n'est pas encore, on ne sait pas encore que la Deuxième Guerre mondiale s'en vient. Il y a pas de- On s'en doute. On s'en On doute. la voit venir. On la voit Tu sais venir. ce que Ouais, disait parce le que maréchal Hitler, c'est en Foch quelle en année? Ouais. 1918?
Foch disait en 1918, il dit « Ce n'est pas un armistice. En fait, ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. » Hmm. Fait que c'est ce qui s'est passé 20 ans plus tard Ouais, après le traité de c'est ça. Versailles. Mais Puis bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon ça, mais ça, on est en plein dans la crise économique. On ressent quand même la crise économique parce qu'ils sont sur la moitié du film, ils sont sur un bateau de gens riches et t'as justement Chico et Harpo qui sont pauvres, puis qui embarquent sur le bateau sans billet. Il y a cette phrase phénoménale que Groucho leur demande qu'est-ce que vous faites sur le bateau si vous n'avez pas d'argent. Ouais, pourquoi vous entrez sur le bateau sans payer parce qu'on n'a pas d'argent? Pourquoi vous allez à New York si vous n'avez pas d'argent? C'est brillant. C'est juste. Ben oui, c'est la Puis quand logique, il fait mais. le contrat, puis il commence à retirer les Ben oui. clauses. Ben oui, puis il coupe dans le contrat. C'est super. Oh oui, non, faut Mais, voir ça. mais c'est un film C'est qui un est très, très, très grand aussi. film. Ouais. Mais c'est un film qui est construit comme un spectacle de cabaret. Parce que oui, il y a une Ah, histoire, il y a complètement, une trame, complètement. mais il y a des moments où on s'arrête pour de l'opéra. Après ça, on s'arrête pour un morceau de piano. Après ça, c'est la scène de vaudeville. Puis après ça, on revient plus tard avec la scène de vaudeville. Mais ils peuvent pas faire autrement, j'ai l'impression. C'est comme, Mhm. c'est tellement leur style que de les sortir de là, tu les tuerais en même temps. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est une hypothèse, puis peut-être que j'ai tort complètement, mais j'ai l'impression aussi que le film est fait comme ça parce que les gens, quand ils allaient au cinéma, ne voulaient pas juste voir un film, ils voulaient le divertissement total parce que tu as l'histoire d'amour entre la chanteuse et le chanteur. Puis Hmm. peut-être que je me trompe complètement, mais si je me mets Peut-être, dans le peut-être. contexte des années 30, c'est l'hypothèse Toujours que j'ai, là. difficile de déterminer ce que le public veut, encore Ouais. aujourd'hui. Tu sais, je te dirais, si je savais ce que mon public voulait, je ferais exactement les vidéos qu'ils veulent. Oui. Puis je saurais lesquelles vont marcher, alors que je le Non, sais non, c'est ça. jamais. Une vidéo que je me dis, hey, ça va marcher, ça se plante. Là, je fais, bon, je vais sortir ça en attendant. Puis, Ouais. c'est rien, non, pourquoi le montrer là-dessus? Tu sais, on le sait pas. On le sait Puis pas. de ce film-là, Night at the Opera, as-tu une scène qui te revient toujours en tête? Ben, la scène, justement, où il déchire le contrat Ouais. et t'as Groucho avec Chico. Et là, il dit I'll take 2 beers. Et t'as Chico qui dit I'll take 2 beers too. Moi aussi, je vais prendre 2 bières, alors que, tu sais, il l'avait commandé pour toi. Regarde, c'est Ouais, comme ouais. une phrase conne, mais qui marche quand tu fais ben oui, il est donc bien innocent, lui. Ouais. Puis il y a toutes les scènes, par exemple, dans le bateau, sont dans l'espèce de petite pièce là, Ben oui, puis là, tout le monde rentre, puis ils tout le monde commandent rentre. des œufs, puis ils sont. Mais tu sais, c'est de l'absurde, ça. Ouais, oui. Ah non, Non, c'est très, très bon. Puis ça marche encore. C'est que c'est encore drôle. oui, mais tu pourrais pas le refaire, par exemple. Ça serait Non. trop gros. Ça serait. C'est pas un style d'humour qui a bien vieilli pour une adaptation. En même temps, il n'y a rien de plus précis par rapport à sa période que l'humour. Puis si Mhm. ton humour ne marche pas, c'est parce que tu ne parles pas aux gens Ouais. actuellement. Tu sais, c'est. Mais je te dis ça, mais ça vaut aussi pour tout, là. Tu Ben oui. sais, quoique. Non, en tout cas, ce serait une réflexion à avoir. Oui. On va se rapprocher. On revient à notre époque avec Captain America Civil War, un film de 2016 Ouais. d'Anthony et Joe Russo. Donc, on est collé sur l'époque, qui met en vedette Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Holland, Chadwick Boseman. Je vais m'arrêter là parce que c'est un Oh, ça casting. finirait plus, Ça là. finirait plus. Euh, ça s'inscrit dans la veine du MCU, du Marvel Cinematic Universe. C'est je sais plus quel chiffre, là. C'est peut-être leur 16e, 17e film. Des suites de Iron Man, de Captain America, des Avengers. Mhm. C'est un peu le Avengers 2.5. C'est quoi Captain America Civil War et pourquoi ça se retrouve sur la liste de tes coups de cœur? Ben, c'est parce que sais, dans mon enseignement à l'université, je crois beaucoup à la culture pop. La Mhm. culture pop pour faire comprendre des choses. Puis, dans Captain America Civil War, tu as l'opposition entre deux notions fondamentales pour comprendre notre société, c'est-à-dire les libertariens et de l'autre, les gens qui considèrent qu'il faut qu'il y ait des lois pour être capable Mhm. d'encadrer. Puis Captain America, c'est un libertarien. Il fait fuck off, je fais ce que je veux, je vais régler les problèmes là où ils sont et je n'ai pas à avoir de gestion. Alors que Tony Stark, lui, se découvre une morale dans le film.
Ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Puis, tu sais, avec les Sokovia Accords, où est-ce qu'on dit, Mhm. vous ne pouvez pas intervenir si un gouvernement ne vous le dit pas. Tu sais, c'est toute la dynamique de l'ONU puis des casques bleus. En fait, Ouais. c'est que les Avengers deviennent les casques bleus dans le monde, puis on se dit, où est-ce qu'on doit intervenir? Puis ça permet de comprendre un peu les relations internationales at large. Mais tu sais, je t'ai cité celui-là, j'aurais pu t'en citer plein d'autres. Tu sais, dans le dernier Thor, à un moment donné, avec Kate Blanchett, dont j'ai oublié le nom, celui-là, c'est le côté mémoriel qui est extrêmement fort parce que le père, donc Odin, qui a eu Mhm. une fille, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, qui est jouée par Kate Valkyrie, Blanchett. non pas Valkyrie, mais oui. Ouais, Valkyrie, c'est l'autre ouais, c'est en fait, qu'on l'autre. voit Oui, arriver oui, oui. là-dedans. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que le père a caché tous les éléments, par exemple, d'une fresque à un moment donné, Ouais. qui rappelait sa fille. Fait que finalement, c'est un conflit mémoriel. Elle n'est plus là, on masque ce qu'elle a été. Fait que Ouais. c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec le déboulonnage des statues. Ça n'a pas existé, on ne veut plus en avoir. Fait que, ça permet des fois de faire le lien entre la philosophie de l'histoire et quelque chose de très, très, très contemporain. Puis je te dis ça parce qu'il y a une chaîne YouTube, moi, que j'adore. Puis écoute, j'ai capoté parce qu'ils m'ont cité à un moment donné, je te raconterai. C'est Wisecrack. Tu dois connaître ça, Oui. là, j'imagine. Et ils font toujours le parallèle entre quelles sont les sources philosophiques, par exemple, de House of Cards ou encore The Avengers, ou pourquoi les méchants aujourd'hui sont devenus presque, on les aime, les méchants dans Marvel. Tu sais, Thanos, là, c'est les motifs qui sont les siens. Oui, il veut mettre la moitié de l'humanité dans un cercueil, mais pour des raisons de préservation, Ouais. tout simplement. Fait que, tu sais, il y a comme un dilemme moral qui n'est pas si simple que ça à résoudre. Ou encore le personnage dans The Black Panther, dont j'oublie le nom et le nom de l'acteur aussi, qui lui dit nos pouvoirs doivent servir justement à s'imposer dans le monde. Et c'est carrément le Black Lives Matter Oui. adapté, un côté un peu extrême en disant ils nous ont oppressés, maintenant c'est à nous de les oppresser. Puis l'autre qui dit non, c'est pas de même, ça marche. Fait qu'encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Puis c'est ça Mhm. que j'aime dans les films de Marvel, contrairement aux films de DC qui en ce moment sont une catastrophe Tout à monstrueuse, fait. sauf peut-être Wonder Woman qui est à sortir du lot. Mais tu sais, c'est de se dire notre public n'est pas con. Puis ils ont raison parce que les geeks, qu'on dit de manière péjorative, c'est probablement les gens les plus cultivés qu'il y a du côté de la culture pop et de l'intérêt qu'ils peuvent avoir Mhm. sur la grande culture en général. Fait que feed-leur des affaires où ils sont capables de faire des liens puis ils vont capoter. Ouais. Puis c'est ça que j'aime de Marvel. Bien honnêtement, quand je m'assois, je vais être diverti, mais je pense pas que je vais mettre mon cerveau à off. Contrairement aux derniers Star Wars. Les derniers Star Wars Ouais, ne m'ont c'est assez triste. absolument pas levé. Peut-être, tu sais, le premier était pas pire avec la renaissance du faux Darth Vader, mais je sais pas, c'est qu'il faut y aller sur une coche de plus. Il faut faire confiance à son public. Il faut mettre des. Je ne saurais pas comment dire ça. J'ai pas assez réfléchi à ça, mais non, c'est pour ça que j'aime beaucoup Marvel. J'aime beaucoup leur esthétique. J'aime beaucoup la manière dont ils présentent les choses. Puis, tu sais, la fin du dernier Avengers, où est-ce que l'acte sacrificiel de Tony Stark qu'on voit de manière paroxystique à Mhm. la fin, où est-ce que... Puis c'est quand même assez symbolique aussi que ce soit Tony Stark qui se sacrifie parce que Oui. Stark, c'est celui qui a le moins de pouvoir en quelque sorte. C'est celui qui s'est simplement amené là par son génie puis ses connaissances, puis sa réalisation. Tu sais, c'est ça, le self-made man américain. C'est un peu un Elon Musk, les joints en moins, là, qui Oui. arrive jusqu'en haut, puis, tu sais, le Golden Boy qui se dit fuck, pour qu'on réussisse, il faut que moi, je meure. Mhm. Puis, je trouve ça magnifique parce que ça va rechercher cette mythologie ancestrale et ancienne qui était celle des dieux de l'Olympe ou encore des dieux romains. Puis, tu sais, j'ai fait une vidéo justement sur ma chaîne où est-ce que je disais que c'est la mythologie moderne. Puis, c'est Mhm. carrément ça. Puis, tu sais, je pense pas que dans 50 ans, on va dire, ah, les gens croyaient aux super-héros à l'époque. Non, c'est pas ça. C'est que ça donne des actes ou des références morales. De la même manière Ouais. que la religion est une référence morale, un aiguillon pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Fait qu'il y a ça derrière. Puis Captain America, ce qui est très drôle, c'est qu'historiquement, il avait été développé pour kicker le cul des nazis. Puis Oui. tu sais, sur les premiers bandes dessinées, tu vois carrément Captain America qui donne un uppercut à Hitler. C'est plus ça, ça représente autre chose, mais qu'est-ce Mhm. que ça représente? Tu sais,
c'est vraiment pour ça, c'est pour le plaisir de la discussion de l'interprétation qu'on peut en avoir, Ouais. la MCU. Puis as-tu toujours été fan de super-héros? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé tôt ou tard dans ta vie? Ben, tu sais, le grand révélateur de ma génération, ça a été le Batman de Tim Mm. Burton. Où est-ce Ouais. que là, tu t'es dit, ah, OK, c'est pas juste des héros en collant avec Robin, puis un peu malsain, là. Non, ça a vraiment été. Tim Burton a été un révélateur. Ben, je te dis ça, mais Superman, Ouais, là, de à Richard l'époque de Donner. Christopher Reeves, était quand même très, très bon. Mais on concevait pas ça comme des films de super-héros. C'était Mhm. Superman, puis c'était Batman, puis c'était tout, là. Ouais. Le fait de parler de films de super-héros, c'est venu seulement à partir des années 2000 avec les X-Men, puis le déroulé qu'il y a eu après sur les films qui en finissaient plus. Mais moi, sincèrement, là, je suis preneur, puis j'en veux plus. Là. Puis là, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ouais, je commence à ronger mon frein un peu là-dessus. Là. Je suis comme, j'aimerais ça d'avoir un bon film Ouais. de super-héros qui vient. Puis, tu sais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Moi, personnellement, c'est le Captain America précédent, Winter Soldier, que je trouve extraordinaire, qui fait référence au Watergate, qui fait référence à cette période de paranoïa collective aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement est infiltré? Est-ce que nos gouvernements nous mentent? Puis c'est filmé. Ils sont allés chercher Robert Redford, qui a fait All the President's Man, en plus pour, dans celui-là, jouer le méchant. Qui est aussi par Anthony et Joe Russo, qui sont des réalisateurs assez solides. Oui, non, vraiment. Au niveau de la mise en scène, au Pour... niveau des mouvements, eux autres aussi, au niveau de la mise en scène, c'est pas juste les combats, mais c'est les films de Marvel, ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement les scènes d'action, c'est les scènes où les gens discutent, c'est les scènes où les personnages évoluent, et c'est de voir l'humain au travers de qui ils sont. Tu l'as dit, Captain America remet en question sa profession de foi envers le drapeau. Il se remet complètement en question, puis il finit par devenir dans les comic books, il finit par devenir nomade. Ils l'ont pas nommé comme ça Oui, dans puis il y la en a série de même qui films. disent qu'en fait, il commence à se transformer pour être Hydra. Oui. Puis ils font un clin d'œil d'ailleurs à ça dans le dernier Avengers Oui. pour dire c'était une joke, le gang. Là. Ça peut Oui, pas c'est aller ça. de ce bord-là. C'est assez drôle, ça. Oui. Non, c'est une très bonne série de films. Pour vrai, c'est pas niaiseux. Non, il y a quelque chose à on- faire avec ça. C'est ça, on dit souvent que d'un film à l'autre, les histoires se ressemblent. Ben oui, ils prennent un canevas qui est vieux comme le monde. Ils le font tous, mais justement, qui amène philosophie et réflexion sur l'époque à laquelle on vit, mais comme tu dis, en allant chercher, en puisant Dans le les grand arsenal dans mythologique. c'est Ouais. ça, exactement. Voilà. On va faire une petite pause là-dessus et au retour, on découvre pourquoi le film Last Days ne t'a pas fait atteindre le nirvana, pun intended. À l'inverse du duo divin que forment Christian Clavier et Gérard Depardieu avec Les Anges Gardiens. À tout de suite. Je profite de cette petite pause pour vous dire que On Jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de film. On y retrouve aussi le podcast L'Armoire à cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Jen Saint-Cyr, Daria Desjardins, Éric Biron ainsi que Gabriel Bordelot. Pour vous abonner, patreon.com/On Jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Laurent Turcot, avec qui en première partie on a jasé des films Amadeus, A Night at the Opera et Captain America Civil War. Et je le disais avant d'aller à la pause que Last Days t'a pas fait atteindre le nirvana parce que Last Days, c'est un film de 2005 de Gus Van Sant. À qui on doit quand même des très bons coups. Là. Oui. Elephant, Oui. voyons, son film avec Robin Williams. La Société des Poètes Disparus. Non, c'était l'autre avec Matt Damon. Voyons, le titre ne me reviendra pas, j'aurais dû le noter.
Bon. Ouais, attends. Euh, Ça m'énerve, ça, moi aussi. Pas trouver des affaires de même. Là. Gus Van Sant a aussi fait le remake plan pour plan de Psycho. Ça, je m'en rappelle. Donc, je peux le dire en cherchant le titre de l'autre film qui est Will Hunting, le destin de Will Oui! Hunting. Voilà, On cherchait les deux. exactement. Donc, Gus Van Sant, bon, Last Days, met en vedette Michael Pitt, Lucas Ouais. Haas et Asia Argento. Bon, je disais que ça t'a pas fait atteindre le Nirvana parce que c'est, bon, librement inspiré, est-ce qu'on peut dire ça? C'est... Oui, librement Une inspiré, une interprétation facile, dérivation, ouais. c'est ça, Ouais. des derniers jours de Kurt Cobain. Justement, autrement que ça, c'est quoi Last Days? Mais Last Day, c'est ça. C'est que tu l'as très bien résumé. C'est les derniers moments de Kurt Cobain tels que Gus Van Sant les aurait imaginés. Mm-hmm. Michael Pitt, qui jouait à l'époque dans Boardwalk Empire, si je me Ouais. souviens bien, ou c'était peut-être juste avant. Puis, très, très bon acteur, qui d'ailleurs a disparu. On ne sait plus. Tu ne me diras pas ce qui est devenu. J'espère que tu ne me diras pas qu'il est pédophile lui aussi. Mais, j'en ai aucune idée. Ben, il a joué dans le remake américain de Michael Haneke, Funny Games US, qui était OK. très, très bon, à mon avis. Donc, voilà. Mais tu sais, tout me fait chier dans ce film-là. OK. Long, lent. Il se passe rien. On comprend rien. Il met de la musique médiévale à m'amener. Puis la fin, où est-ce que il y a une échelle qui arrive, puis lui, il monte, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, le délire que tu as à 3 heures du matin, là, pas sûr ça fait un bon film. Moi, c'est le feeling que j'en avais eu. Puis tu sais, ça faisait partie des... J'avais ma carte MK2, fait que je pouvais y aller quand je voulais. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais sortir, c'est pas bon. Je me dit, non, on va l'écouter jusqu'à la fin. On va l'écouter jusqu'à la fin. On va l'écouter jusqu'à la fin. Puis, hostie, c'était plate. Mais je te dis ça, c'est le feeling que j'ai eu en regardant le film. Peut-être que je n'étais pas dans des bonnes dispositions aussi, parce qu'il y a souvent ça dans un film, mais tout m'a énervé. Fait que j'ai pas voulu le revoir. Puis c'est correct aussi de ne pas aimer ça. Mais c'est vrai que Good Will Hunting, c'était une réussite complète. Puis peut-être qu'il a voulu essayer de faire quelque chose de trop métaphorique. Tu sais, où est-ce que il a décidé de se prendre pour un réalisateur allemand des années 30, là, avec peut-être un peu trop de mise en scène bizarre, puis de jeu de caméra. Je sais pas, tout m'énervait. Je n'ai comme pas envie d'en parler tellement. Juste de t'en reparler, je fais comme, j'ai comme un mauvais feeling qui traverse le corps. Mais si je vais, ben justement, restons pas trop avec le film, on va aller plus vers Nirvana. Es-tu un fan de Nirvana? Es-tu un fan de... Parce que j'imagine que c'est ton époque, c'est ton adolescence aussi. Oui, c'est mon époque, mais non, j'ai pas été un grand fan, puis je comprenais pas pourquoi les gens tripaient autant que ça. Puis je me souviens que quand Kurt Cobain est mort, j'étais au secondaire, puis là, écoute, tout le monde pleurait autour de moi, puis j'ai fait, ben, il a comme fait 3 tunes, c'est pas bien grave, là. Je comprenais comme pas. Fait que, tu sais, il y a 2 groupes sur lesquels j'ai pas accroché à mon époque, c'est Nirvana puis Pearl Jam. Pearl Jam, j'ai jamais compris. Moi, j'ai toujours confondu avec Dave Matthews Band. Tu sais, une musique un peu, là, des notes, du liquide vaisselle, c'est la même affaire pour moi. Là. Tu sais, je suis super méchant. Moi, j'étais vraiment sur, tu sais, j'étais sur Rancid, Lagwagon, Pennywise, Grimmskunk. Fait que, tu sais, Nirvana, je sais pas, ça m'intéressait pas. Puis le style grunge, je trouvais tellement que ça avait juste l'air pas propre. Là. Pourtant, tu sais, je me tenais avec du monde comme ça, mais je sais pas, ça incarnait quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas. Puis quand j'ai vu que le grunge faisait un retour, j'ai fait, ben voyons, c'était une erreur à l'époque, ça va encore être une erreur aujourd'hui, là, c'est sûr, ça. C'est un message un peu particulier aussi, tu sais, c'est très... C'est très... Bon, ben oui, c'est assez égoïste, c'est moi, mes émotions qui je suis, mais j'ai pas l'impression que c'est un mouvement qui laisse beaucoup de place à l'autre puis à l'empathie. C'est moi, j'ai de la peine et c'est ce qui compte. Ouais, ben tu sais, en même temps, je t'entends puis je me dis, hey, c'est exactement ce que Jean-Jacques Rousseau faisait. Il y a comme plein de liens. Mais tu sais, suffit qu'on s'intéresse réellement à quelque chose pour en voir une dimension plus profonde. Fait que je pense que si je m'y intéressais, tu sais, je te dis ça parce que tu sais, j'ai fait une vidéo dernièrement. En fait, on m'a écrit un script sur le cinéma de science-fiction des années 70 à 86. Puis sincèrement, ça me parlait pas. Puis j'ai lu le script, j'ai creusé à fond, puis écoute, j'ai vraiment trippé. Là. Je me suis dit, OK, j'avais vraiment manqué quelque chose à ce moment-là. Là. Fait que non, c'est ça. Il y a,
si je m'y mettais. En fait, Ouais. c'est ça qui est affreux parce que tout est intéressant dans le monde. Tout. Ouais. Suffit de s'y intéresser le moindrement. Puis c'est un peu mon côté très boulimique de la culture aussi, où est-ce que tu te dis, on va regarder ça, yes, ça va être le fun, ça va être le fun. Puis c'est bien rare que je déteste quelque chose. Sauf Last Days. Parfait. On va passer à ton plaisir coupable que je n'ai jamais vu à ce Ah! jour. Je savais même pas que ça existait avant que tu m'en parles. Mais nous, c'est que c'est une anthologie familiale. Tu sais, j'aurais pu te OK. citer Les Bronzés ou encore Papy fait de la résistance. Ouais. Ou, mais tu sais, il y en a plein là, de ce côté-là. Mais Ouais. nous autres, là, Les Anges Gardiens, c'est que c'est sorti en 99, si je me souviens Non, bien. c'est C'est ça? 95 de 95. Jean-Marie Ouf! Poiré. Jean-Marie Poiré, celui qui a fait Les Visiteurs. Puis tu sais, Ouais. c'est Christian Clavier qui surjoue complètement. Ben, Tu sais, qui est Christian Clavier, finalement. Oh, j'ai envie de dire qu'il est Louis de Funès 2.0. Là, tu sais, il vole tout à Louis de Ben oui. Funès. Puis, tu sais, il incarne cette espèce de père qui est au Japon ou au Vietnam, je ne me souviens plus, en Asie, bref. Puis là, tu as Gérard Depardieu par un concours de circonstances qu'il faut qu'il aille là-bas, qu'il ramène quelque chose. Puis là, parce que les deux sont mauvais, il y a des anges gardiens qui arrivent. Fait que l'ange gardien de Christian Clavier est méchant parce que lui il est bon. Et inversement, l'ange gardien de Gérard Depardieu est bon parce que lui est méchant. Mais tu sais, le film n'est pas bon. Le film n'est pas bon. Ouais. Mais tu as des scènes comme, par exemple, qu'on fait tout le temps, où est-ce que Gérard Depardieu dit à Christian Clavier, il dit, vous dites que vous êtes à 99% pour le pape, mais les 1,5% portent sur quelles restrictions? Là, je vous titille. C'est pas drôle. Très bonne imitation de Christian Clavier, d'ailleurs. Bravo. Mais c'est juste qu'on le fait dans la famille, puis c'est juste que c'est devenu un poncif, puis c'est toujours « OK, rappelle-nous cette phrase-là », puis on rit, puis il n'est pas drôle. Tu sais, c'est comme mon père, à un moment donné, il tripait sur l'aventure, c'est l'aventure, on l'a réécouté, puis il fait « Ouais, OK, ça n'a pas super bien vieilli ». Fait que, tu sais, quand tu as un plaisir comme ça, mieux vaut te garder ton souvenir plutôt que de le confronter à la réalité qui parfois te déçoit plus qu'autre chose. Ouais, parce que je suis allé voir la bande-annonce, parce que justement, je savais pas c'était quoi, puis j'ai vu les... Tu sais, au début, ça commence, la bande-annonce, je suis comme, OK, c'est un duo classique français, là, comme on pouvait voir dans les films de Pierre Richard et Depardieu, justement, où... La chèvre, genre. C'est ça, La Chèvre, Les Compères, toute cette série de films-là. Puis là, à un moment donné, j'ai vu les effets spéciaux, puis ça m'a sidéré. J'ai fait, voyons donc. C'est cheap. Voyons donc, les faces qui grossissent, puis qui... avec des anges très mal imbriqués dans l'image, là, c'était assez sidérant, mais ça... Ouais, c'est ça. J'aime le jugement que tu portes. Non, c'est pas... en fait, c'est pas un jugement envers tes goûts, c'est un jugement envers... Ah mon Dieu, on a fait le chemin dans les effets pas un bon spéciaux film. depuis. Mais c'est pas un bon film, ça c'est sûr. Mais plaisir coupable, hein, parce que tu te dis, mon Dieu, que j'ai hâte d'aimer ça. Mais c'est comme tous les plaisirs coupables. C'est pas la chose que tu aimes, c'est le sentiment que ça te provoque ou les liens que tu tisses avec les autres. Puis moi, c'est un film familial, tout simplement. Fait que c'est comme entrer dans le panthéon familial, même si c'est pas un bon film. C'est ça aussi l'intérêt de faire des mauvais films, des fois, parce qu'il va peut-être en rester des liens que tu vas tisser, que les gens vont tisser les uns avec les autres. Tout à fait. Chez nous, on va citer le film Rrr, puis il n'y a personne qui a aimé ce film-là. Ah non, mais c'est drôle, ça. Hein, moi, j'ai ri. Oui, en fait, on riait pas. Pierre, ça va être tout noir. Ta gueule! Ça va être tout noir. Ta gueule! Ou à moi, le call là-dedans, c'est « Ah ben, vous pourrez passer. Oui, mais on le fera pas. Ah ben oui, vous n'avez pas le temps. On n'a pas envie, surtout. » Oui, puis les deux qui partent pour aller chercher un gourdin, ils se retrouvent dans un dépanneur. Est-ce que vous avez vendu un gourdin? Non, d'accord, merci. C'est tout. Mais c'est ça l'affaire, c'est que... on est sorti du film avec mon père et ma soeur, on a détesté ça. Puis après ça, on n'a pas arrêté de le citer. Puis à ce jour, Mais tu connaissais pas l'humour des Robins des Bois? Pas du tout. Ah, pourtant mon père a vécu en France. Puis pourtant, on a une grosse culture. Justement, moi, j'ai grandi avec les Louis de Funès, surtout Rabbi Jacob. Mais Les Compères, La Chèvre, ce genre de film-là, ça jouait... c'est vraiment... Les ripoux, surtout les ripoux. C'est vraiment l'esprit canal des années 90, les Robins des Bois, ou encore, ça c'est plus M6, mais les Deschiens qui sortaient, l'autre... Les Nuls. Écoute, Les Nuls, ben oui, Les Nuls, Les Inconnus. Écoute, le film de Les Nuls, c'est quand même un très grand film. Mais tout ce que fait Alain Chabat est parfait. Moi, là, j'ai une admiration sans borne pour Alain Chabat. Excellent.
Écoute, là-dessus, on va conclure l'épisode. Si les gens veulent suivre ton travail, veulent suivre ta chaîne, on va où? L'histoire nous le dira, c'est sur YouTube. Puis en fait, je les mets aussi en balado. Mhm. Mais il y a un balado qui vient de sortir il y a un mois, ça s'appelle Fan d'histoire sur l'application audio. Je m'entretiens avec des vedettes pour connaître c'est quoi leurs intérêts, puis j'en fais l'histoire avec eux. Ah, je vais aller suivre ça. Ça, c'est le fun. Excellent, merci beaucoup. Et merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Laurent Turcot, on a Jasé de Foot.